remercier de me donner l'occasion d'exposer cette technique d'épiphysiodèse antérieure pour le traitement des épiphysiolises de hanche. Et je disais que c'est une technique qui bouscule des idées fortement ancrées, pour ne pas dire des dogmes. Comme tu le sais, je l'avais présenté au mois de mars chez le professeur Rouvillain à Pointe-à-Pitre. Mais là, ce matin, c'est depuis mon bureau à Papeete que je vous fais cette présentation. La Polynésie est le plus beau pays du monde, mais nous avons le record mondial aussi de l'obésité, dont les causes apparaissent clairement sur l'ADIA. On verra en fin d'exposé que nous avons un autre record du monde bien plus sympathique. Je vous épargnerai les généralités sur les épiphysiolises, car Franck Acabled a fait une conférence l'année dernière, parfaitement complète, où tout est exposé. En gros, il ressort qu'il y a les vissages en place, les interventions à foyer ouvert. Il cite même une intervention complexe, à mon sens, d'une équipe suisse qui associe un vissage de hanche avec une arthroscopie de hanche. Les résultats ne sont pas extraordinairement probants. Ce que je vous propose, c'est une intervention simple, à la portée de tout orthopédiste capable de mettre de vis dans un col du fémur. Notre série repose sur environ 200 dossiers d'épiphysiolyse. L'âge moyen est comparable aux séries, avec des extrêmes à 7 ans, ce qui est quand même étonnant. Et j'ai mis au point une formule mathématique extraordinairement complexe. On prend l'âge de l'enfant multiplié par 10, on a son poids, on est à peu près certain d'avoir une épiphysiolyse, comme on voit là, ce garçon de 10 ans, 100 kilos, qu'on va retrouver un peu plus loin dans l'exposé, à 130 puis 160 kilos. Les délais opératoires vont de quelques semaines à 4 ans. Une hanche surveillée pendant 4 ans avant qu'elle commence à déraper, ce qui prouve bien qu'il y a une maladie du cartilage. Et mon expérience repose sur 30 ans de pratique à Tahiti. Je vais suivre le plan suivant. D'abord, je vais vous expliquer les raisons de notre choix du vissage en place, en percutané, et ensuite le raisonnement qui a conduit à cette notion d'épiphysiodèse antérieure et sélective. Le vissage en place, pourquoi ? Je vous rappelle les gabarits particuliers à la Polynésie, l'âge x10, un gamin de 140 kg sur la hanche, sur la table, on ne l'aborde pas de la même façon, avec la même sérénité. Pour faire simple, peut-être que certains y verront de la lâcheté chirurgicale, mais c'est aussi pour respecter la devise qui était inscrite dans le service à Strasbourg où j'ai été formé, en gothique. D'abord, il faut faire attention, qui est la version germano-alsacienne de primum non nocere. Enfin, pendant ma formation, je n'ai vu que quelques ostéotomies et j'en gardais le souvenir d'une intervention complexe, avec des résultats aussi complexes et pourtant faits par des opérateurs remarquables que j'admirais. Enfin, les résultats parfois décevants de l'intervention d'Eden, surtout lorsqu'elle est entre des mains peu expérimentées, le résultat peut même être catastrophique, comme le montrent ces 3 photos en dessous. L'enfant a 17 ans et se retrouve avec 2 prothèses totales de hanches. Pour mémoire, le vissage en place académique correspond à une logique mécanique. Le but est d'avoir une bonne prise dans la tête fémorale, un peu comme lorsqu'on met un clou central pour un clou gamma. En visant le centre, le corps de la vis bloque la tête vers l'arrière en appuyant sur le col ou empêche l'ascension antérieure du col. On ne corrige pas, on le fait sans table orthopédique. Le but est d'éviter la nécrose. Oui, mais on peut aussi avoir une nécrose sans qu'il n'y ait jamais eu le moindre vissage des hanches. Rapidement, nous avons fait le constat suivant. Les vissages non centrés donnent de meilleurs résultats, comme c'est le cas de cette hanche revue à 25 ans. Il s'agit du père d'un enfant qui venait parce que son fils présentait une épiphysiolyse. J'en ai profité pour voir le résultat. Certes, la correction s'est faite au prix d'un col court, mais avec une tête qui est centrée. Et il va très bien, vous le verrez après. Le révélateur, ce qui nous a permis de comprendre, c'est ce dossier. À l'évidence, tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit d'une épiphysiolyse stade 4. Je pense qu'il n'y a pas de contestation. Et quand on regarde de plus près la radio de profil, ça ne fait qu'augmenter à la détresse du chirurgien qui doit intervenir le lendemain, surtout lorsqu'on sait que l'enfant a 15 ans, qu'il pèse 1,77 m, qu'il pèse 80 kg, donc il n'est pas très lourd celui-là,
mais que les parents sont extrêmement revendicateurs parce que l'évolution s'est faite sur plusieurs mois avec des errances diagnostiques incroyables. Si on rajoute que l'enfant est indiscipliné, qu'il ne respectera pas grand-chose, on est bien embêté pour proposer un traitement. Et enfin, faire un vissage en place, oui, mais on ne peut tout de même pas visser comme ça. Euh, donc, euh, au final, j'ai décidé de faire un vissage en place, oui, mais sur table orthopédique simplifiée de lit en imposant un décubitus d'un mois. Bien entendu, vous m'aurez d'impatience de voir la radio post-op, la voici. Le lendemain de l'intervention, faite au lit, ça paraît déjà un peu moins catastrophique. Et bien entendu, et bien la voici, l'évolution à 2 mois. À 2 mois, la rotation externe a commencé à régresser, mais il n'a qu'une flexion de 45 degrés. C'est logique. Là, il faut arriver à lutter contre les parents qui veulent impérativement avoir de la kiné pour donner de la mobilité. À 4 mois, on a la rotation externe qui a presque disparu et la flexion atteint 80 degrés. Mais surtout, l'enfant a pris 7 cm, ce qui est quand même énorme. Et on ne voit pas de nécrose qui apparaissent. À 10 mois, on note un changement de physionomie de l'enfant. Et à 2 ans, l'enfant mesure 1,90 m, il a pris 13 cm, et j'ai eu des nouvelles récemment, il mesure maintenant 2,06 m et pèse 125 kg. J'ai des renseignements puisque sa sœur a présenté une épiphysiolyse également. Alors voici la radio à 10 mois, donc le 25 juin 2011. La hanche n'est déjà plus si catastrophique qu'au premier jour, et le profil s'arrange progressivement. Ceci impose une conclusion, c'est que la correction ne peut s'expliquer que par la modification de la croissance. Ce n'est pas le vissage qui a remis dans cette position-là. C'est la modification de la croissance induite par la position des vis qui est à l'origine de ceci. Deux logiques s'affrontent donc pour le vissage. La logique mécanique qu'on nous a apprise, bonne prise céphalique pour une remise en charge rapide, mais sans correction de la déformation, que j'oppose à la logique biologique qui consiste à exploiter le capital de croissance postérieur restant pour une correction dynamique, certes au prix d'une tenue mécanique plus faible. Je rappelle donc la logique mécanique qu'on prend en plein dans la tête. Et voici un exemple de logique mécanique où la vis est bien centrée dans la tête et vise le centre de la tête. Oui, mais lorsque on applique la logique mécanique, on a une bonne tenue de la vis, mais le cartilage de croissance postérieure peut être lésé si la vis, du côté fémoral, si la vis descend progressivement. La bascule postérieure n'est pas réellement bien tenue parce que si la vis n'appuie pas sur le calcaire, il y a la possibilité de bascule. Et la bascule postérieure n'est pas bloquée tout simplement parce que la tête n'est pas amarrée en avant. C'est élémentaire. On a donc une faible stabilité primitive et on peut avoir des mouvements résiduels vers l'arrière. Et surtout, il n'y a pas de correction du signe de Dreman. Alors que la biologique correspond à une toute autre logique, biologique bien entendu, elle consiste à aller faire un pont d'épiphysiodèse en avant, en mettant les vis en avant, avec une réduction en rotation interne sur table, mais j'y reviendrai, qui met la capsule sous tension, et on laisse la croissance résiduelle effectuer un redressement progressif. Voici une animation pour illustrer mon propos. On crée un pont d'épiphysiodèse antérieure, à la fois par la rotation interne qui écrase le cartilage de croissance en avant et la vis qui vient prendre la tête en avant. Du coup, la capsule postérieure se met sous tension et la tête est contrôlée entre l'avant et l'arrière, un petit peu à la manière de bras et coudes de Spinnaker pour ceux qui font de la voile. Le Spinnaker, pour ceux qui ne font pas de voile, c'est cet immense voile ballon à l'avant
bateau qui est difficile à contrôler et qu'on n'imagine pas de contrôler qu'avec un seul bout. Et on laisse la croissance résiduelle faire le reste du travail. J'étais un peu vite, je vous l'ai fait décidément. On laisse la croissance postérieure se faire progressivement et on voit que l'axe de la tête au départ se remonte progressivement vers l'avant pour terminer dans l'axe du col du fémur. Alors maintenant, un petit point de technique, puisque je vous ai parlé de table orthopédique, certains doivent déjà frémir. En fait, c'est une table orthopédique simplifiée que vous voyez ici. Il n'y a pas en particulier l'appui pelvien, qui peut être catastrophique quand on tire comme un malade sur la traction. Par contre, on est en forte rotation interne et il faut prendre les mêmes précautions d'installation que lorsqu'on installe un col du fémur engrainé qui tient que par miracle sur une petite mamie. Le col est à l'horizontale parce que le pied est en rotation interne. Ça permet de simplifier les repères. J'insiste, je l'ai toujours fait. Voilà. Le périos et la capsule postérieure sont sous tension et on obtient ainsi une compression du cartilage de croissance antérieure, faisant une sorte de salter 5. Bien entendu, on vérifie tout en scopie avant de mettre les champs et nous utilisons des vis de 6,5. L'idée, c'est de faire une installation en position de réduction maximale. Après le vissage à proprement parler, pour ma part, j'utilise des canons de perçage des clous verrouillés de fémur parce qu'on peut cramponner le canon avec la main et se fixer dans l'espace. On sent parfaitement le passage avec une mèche, pas une broche, avec une mèche, on sent parfaitement le passage de la plaque de croissance au niveau du col et au niveau de la tête. L'idée, c'est de viser à l'horizontale, viser en avant et protéger ses arrières si on a besoin d'un système mnémotechnique. On sent très nettement le passage de la plaque et on termine l'intervention, on est quand même prudent, par un testing en rotation pour vérifier qu'il n'y a pas une vis qui gratte dans l'articulation pour ne pas risquer de coccyte laminaire. En fin d'intervention, on voit que les pertes sanguines sont nulles, donc le risque infectieux est nul. Les douleurs liées à la voie d'abord sont nulles, je vous le montrerai. Et surtout, on a une disparition de la douleur préopératoire, comme je vous montre chez ce garçon qui a 2 heures post-opératoire, une épiphysiolyse qu'on vient d'opérer. Il n'y a plus la moindre anesthésie. 2 heures post-opératoire. On remarque le pansement de l'épiphysiolyse ici. Et Noah, quand on fait ça, est-ce que ça fait mal? Voilà. Merci. Voilà, on ne l'a pas conditionné avant. Hein. Vous avez la même chose dans statique. Vous voyez qu'une heure après l'intervention, elle a déjà repris ses habitudes alimentaires. On la revoit à la sortie de la clinique. Les conditions mécaniques sont moins bonnes et on laisse à la gravitation terrestre le soin de corriger en rotation interne progressive. Quand on a les jambes pendantes, on ne peut pas rester en rotation externe en Dreman. Bien entendu, il n'y a pas de kiné, c'est sans doute le combat le plus dur à livrer vis-à-vis des parents. On peut espérer faire du régime, mais bon, les vœux pieux, ça existe. Nos résultats fonctionnels, disparition immédiate de la douleur, vous l'avez vu, disparition progressive de la rotation externe sur moins d'1 an, je l'ai déjà montré avec le premier dossier. Nous avons 3 raideurs de hanche et des démontages, sans doute, je n'en connais qu'un, c'était une fille qui avait un déplacement quand même assez significatif et donc une raideur en flexion et il s'est trouvé un kiné forcé et arrivé à obtenir de la mobilisation. Oui, ce qu'il a réussi à faire, c'est de faire tourner le col autour de l'axe de la vis. Aucune nécrose. Alors ça, effectivement, ça doit choquer tout le monde. Je n'ai aucune nécrose.
toute façon, si j'avais une nécrose à Tahiti, ça se saurait rapidement. C'est Landerneau, tout le monde est au courant des dossiers. Militarisation, que 12. Je pense que le fauteuil à roulettes y est pour beaucoup, parce que pendant le temps de consolidation de l'épiphysiolyse, la ah, d'accord, le recording progresse. La voie d'abord est quand même gigantesque comparée à la voie d'abord percutanée de l'épiphysiodèse sélective antérieure. À gauche, on voit la cicatrice de prothèse totale de hanche que j'ai posée à ce monsieur qui n'avait que 40 ans. Alors pour illustrer mon propos, je vous impose quelques cas particuliers. Le plus jeune, la plus longue évolution, un des plus gros, tel père, tel fils. Le contre-exemple, un stade 4 dépassé, et vous allez être surpris par la technique de réduction de fauteuil à roulettes. La plus jeune, 7 ans, on voit bien sur son visage, on la voit bien à côté, on voit bien la position en rotation externe, raccourcissement typique. La voici 1 an et demi après, on remarque bien la voie d'abord gigantesque et la disparition du Dreman. Là, elle a pris de l'âge et on a une rotation interne qui est réapparue. Elle a été vissée des deux côtés. La voici pour les besoins de la présentation que je l'ai revue au mois d'août. Et surtout, on m'a demandé si on pouvait avoir des hypercorrections. Ben, voici la réponse. Vas-y, Annalay, plie le genou. Donc, ça, c'est le premier côté qu'avec l'opération. Plie sur le côté. La même chose de l'autre côté. Voilà. Impeccable. Ramène tout droit. Voilà. Et maintenant, tu vas plier en mettant en rotation externe. Plier comme ça. Voilà. Vas-y, complètement. Très bien. Et l'autre jambe. Voilà. Parfait. Voilà, on voit la cicatrice ici, c'est bien la même, c'est bien une épiphysiolyse vissée. Vas-y, Annalay, plie. Alors l'intervention, l'évolution la plus longue avant intervention. Les premières douleurs remontent à 2014, bien entendu, on pense tout de suite à l'épiphysiolyse, et il n'y a pas. Et je l'ai suivi régulièrement jusqu'en 2018. En 2018, j'étais un peu inquiet, il n'y avait toujours pas de déplacement, j'avais fait un scanner, et le scanner avait conclu un cartilage de croissance normal. Tout de même, l'enfant avait un taux d'acide urique élevé. J'ai oublié de vous le dire, mais je dose systématiquement l'acide urique. Et la petite fille que vous avez vue de 7 ans, 70 kilos, conformément à ma règle mathématique, avait un acide urique à 58. Le grand que vous avez vu au début, un acide urique à 95 actuellement. Et donc, un jour, ça dérapait, un Dreman est apparu, on l'a vissé, et rapidement, on a eu le dérapage sur la hanche qui était saine initialement. On voit bien au niveau du col en haut à gauche ici qu'il y a des remaniements qui sont liés à la croissance. Et on voit bien que le cartilage de l'autre côté est aussi pathologique. Voici l'évolution du signe de Dreman chez ce patient qu'on a revu donc à distance. Vas-y, rallonge. Maintenant la jambe droite. Ouais. Rallonge. Voilà, vous voyez que le Dreman a disparu. Celui-là, c'est sans doute montrant la technique en percutanée. Et quand je vais vous montrer la mobilité et son signe de Dreman. Ça, c'est le côté qui est simple. Vas-y. Voilà, rallonge. Tout à fait. Ok, maintenant plie l'autre jambe. Un gros problème de mobilisation de la hanche. Allonge. Voici sa radio post-opératoire. Vous voyez qu'il y a de quoi être inquiet. Une seule vis, une prise faible, et par rapport à la logique du vissage en place, on aurait dit suivre l'axe de la flèche rouge. Nous sommes en post-opératoire immédiat, et là nous sommes à 3 mois. Vous voyez que la correction n'est pas encore tenue. Externe. Par contre, l'enfant peut marcher avec une canne. Je vous épargne la marche. Et je profite de ce cas pour vous dire qu'il faut être prudent pour affirmer la fin de croissance. Parce que le voici en 2019, 10 ans
100 kilos, et le voici 3 ans plus tard, c'est pas moi qui ai raccourci, et c'est pas moi qui me suis baissé. Regardez par rapport à la porte, il a du mal à passer sous la porte. Et le Dreyman a disparu, il s'agit bien du même enfant. Voici sur le scanner fait pour les besoins de la présentation, on voit bien que le visage vise très clairement l'avant de la tête dans tous les plans, que le col est court, c'est normal puisqu'on a bloqué la croissance en avant. La croissance résiduelle ne permet pas de rallonger complètement dans les grands déplacements. Pour mémoire, on était en 2018. Voici la radio de 2018. Nous sommes en 2022. Quand je dis qu'il n'y a pas de Dreyman, okay. Et il y aura 3 ans. Voilà. L'examen clinique s'est considérablement amélioré. Le scanner, je vous l'avais déjà montré. Si on fait un gros plan sur la hanche, on a presque une radio de face de hanche, on voit que le col est court. Tel père, tel fils, c'est aussi un dossier étonnant. C'est la première radio que je vous ai montrée avec les 2 vis. Voici le père, donc opéré 25 ans avant d'une épiphysiolyse de stade 4. Patient opéré il y a 25 ans, épiphysiolyse au stade 4, du côté gauche. Pardon, voilà. Et là, on a la mobilité de la hanche de profil. À l'époque, je ne faisais pas du percutané, mais que quand même pas considérable. Voici la radio du père, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Le col est court, certes, mais il n'a pas de coxarthrose. Voici son fils. Il s'est rapidement rendu compte qu'il faisait les mêmes symptômes que lui. Voilà. Ça, c'est le côté sain. Alors évidemment, ce n'est pas un Dreyman monstrueux, mais enfin, par rapport à la rotation interne qu'il devrait avoir, on a quand même perdu 30 degrés. Voici le résultat à quelques mois. Ok, vas-y mon grand. Et l'autre côté, on va montrer la cicatrice. Et surtout le scanner, on voit que la vis est délibérément en avant, à la limite de sortir de la tête, et la reconstruction qui a été faite par mon collègue radiologue montre bien qu'on vise franchement l'avant et non pas le centre de la tête. Le contre-exemple, voici. C'est un patient qui a été opéré par mon remplaçant, qui est pourtant un gars extrêmement brillant, que j'apprécie énormément. Et la première visite qu'il avait fait ne lui paraissait pas correcte parce que la tête de vis arrivait en avant dans la hanche. C'est la voie postérieure qu'il avait fait au début. Et donc, il a enlevé la vis pour la remettre en visant par devant pour aller bien prendre le centre de la tête. Nous sommes à 1 an post-opératoire. Il y a toujours le signe de Dreyman et la radio montre bien qu'il a bien fait les choses selon les règles de l'art, c'est-à-dire en visant le centre de la tête. Cas particulier d'un stade 4 vu tardivement. J'avoue que je me suis un peu dégonflé. J'ai suivi le raisonnement suivant une vis pour l'épiphysiodèse et la théorie et une vis pour dormir tranquille. Voici le Dreyman préopératoire, qui est quand même catastrophique. Et on constate quand même sur la vidéo post-op que le fauteuil à roulettes permet de compenser un peu le Dreyman, mais malheureusement, cette gamine est déjà largement pubère et je pense qu'il faudra sans doute faire un geste complémentaire, encore que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps et elle se satisfait de sa rotation externe. De l'importance du fauteuil à roulettes, c'est un dossier étonnant. Là, il a un Dreyman bilatéral, une épiphysiolyse bilatérale avec un déplacement notable. Le côté droit est douloureux, donc on propose de visser le côté droit en premier, de le mettre en fauteuil à roulettes pendant 6 semaines et de reporter l'intervention sur le côté gauche 6 semaines plus tard. Vous voyez que la vis est très clairement en avant dans la hanche et non pas au centre de la tête. Et 6 semaines plus tard, quand on a voulu le reprendre pour faire le côté sain, énorme surprise, le Dreyman avait disparu. Bon, on l'a malgré tout opéré et vous voyez que le résultat, il y a une disparition complète du signe de Dreyman. Alors, en conclusion, quand on voit ces résultats, on peut légitimement se poser la question de la place qui peut rester pour la chirurgie à ciel ouvert. C'est une intervention routinière que l'on fait en ambulatoire. À partir du moment où les champs sont posés et qu'on met le coup de bistouri, il faut compter 10 minutes, pas plus. N'oubliez pas, il faut viser en avant et protéger ses arrières.
c'est facile à retenir. Et je vais vous parler d'un autre record du monde plus sympathique de Polynésie. Nous avons le record du monde des jolies filles, en particulier des Miss France. Et là, manifestement, Malama Chavez n'a aucun problème orthopédique, comme vous pouvez le constater, du moins connu, et du moins pour l'instant. Je vous remercie et je termine sur une vue de la baie de Cook qui est apaisante après une journée de travail pour vous. Merci. Allô? Je ne sais pas si on a perdu Philippe Chiron, là. Ah, oui. Non, j'avais fait un commentaire, mais j'avais oublié d'ouvrir mon micro. J'ai oublié d'ouvrir mon micro. Bon, écoute, je vois que Franck est arrivé aussi, et Jérôme. Nous avons deux professeurs de chirurgie infantile à l'esprit ouvert qui vont nous montrer aussi leur esprit critique. Qu'en pensez-vous? Je vois Franck avec un air très étonné. Mais Franck, le problème, c'est qu'il vient d'arriver maintenant, donc il n'a rien vu. Alors, c'est Jérôme qui va faire la discussion. Non, mais c'est pour le moins une technique originale, effectivement, parce que nous, on continuait, enfin, je pense que beaucoup d'orthopédistes pédiatres continuent à essayer de visser vraiment au centre, à se mettre bien antérieur, mais en fait, ça, c'est pour les épiphysiolyses un peu plutôt stable à faible ou moyen déplacement, quoi. Après les stades des déplacements plus importants, on a tendance maintenant à faire de ce qu'on appelle les duns antérieurs ou les ostéotomies antérieures. Mais bon, c'est une technique qui peut paraître séduisante, mais c'est dommage parce qu'on a vu pas mal d'exemples cliniques, moins de radio, et c'est vrai que on aurait aimé voir un peu plus de radio. Donc, les nécroses, j'avais noté, donc il n'y a jamais eu de nécrose. L'âge, en fait, l'âge, en fait, il s'étale entre 7 et 14 ans. Donc, ça marche aussi bien du 7 ans jusqu'aux 14 ans. Pourtant, le potentiel de croissance est quand même différent. Alors, comment expliquer que ça marche bien dans tous les cas avec un si large éventail d'âge et de potentiel de croissance? Alors, en fait, le potentiel de croissance, bon, on ne sait pas trop ce qu'il est, puisque vous avez vu que le dossier qui est le plus spectaculaire, à mon sens, l'enfant avait 15 ans au moment de l'intervention. Donc, initialement, j'étais parti dans l'idée de visser du mieux possible et de reporter à plus tard une ostéotomie pour corriger, mais il n'en a pas eu besoin. Évidemment, à 7 ans, le potentiel de croissance est beaucoup plus important, c'est évident. Mais vous avez vu sur le stade 4, vu tardivement, la croissance n'a pas permis de régler complètement le problème. Mais pour l'instant, la jeune fille se satisfait de ce résultat et on verra le jour venu pour faire une ostéotomie intertrochantérienne si elle le souhaite. Voilà. N'oubliez pas qu'en Polynésie, nous avons des gabarits quand même un peu particuliers. Quand on a un garçon de 100 kg qui mesure déjà 1,80 m, on a l'impression qu'il ne va peut-être pas s'arrêter de grandir. Et en fait, il n'a que 10 ans aussi. Bonjour, je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard là. D'ailleurs, merci Philippe pour tes conseils, ça s'est très bien passé. Le cotyle, j'ai pas eu besoin de visser. C'était une parenthèse. Donc, j'ai regardé les exemples. En fait, le principe de votre technique, c'est d'avoir un effet d'épiphysiodèse asymétrique de la tête fémorale, hein, c'est ça. Et de compter sur le potentiel de croissance restant en arrière pour corriger la déformation. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est suffisant, même à 14 ou 15 ans, et même avec une déformation importante. C'est vrai que c'est surprenant, parce qu'en plus, c'est une FISE malade. C'est surprenant. Oui. Mais ça n'est pas moins intéressant, justement, et ça mériterait de l'explorer davantage, et pourquoi pas avec un travail expérimental sur l'animal et regarder à quel point on peut induire une déformation sur un animal, un quadrupède sain, regarder à quel point on peut corriger l'anatomie cervicocéphalique, en fait. Est-ce que je peux prendre la parole? Déjà aussi, quand même, il faut noter que Charles a 200 cas, ce n'est pas rien. 200 cas, donc on peut déjà faire une thèse chez l'humain avec ça, et même un article. Et quant à l'étude expérimentale dont tu parles, est-ce qu'on est capable de créer des épiphysiolyses expérimentales chez l'animal? Alors,
Non, enfin, pas que je sache, mais si tu veux, mon propos, c'était plus pour essayer de regarder la possibilité d'une épiphysiodèse asymétrique sur un fémur proximal sain, pour regarder à quel point on peut modifier tu comprends, en fonction de la maturité squelettique. C'est quelque chose un peu un corollaire, mais en effet, s'il y a tant de patients, pourquoi ne pas les étudier? Oui, absolument, si ils sont bien documentés. Mais comme disait Jérôme, c'est vrai qu'on a besoin de voir des radios, quoi. Enfin, ces profils pour bien le documenter et surtout étudier, parce que ces dossiers, enfin, ces études-là, même rétrospectives, c'est quand même basé sur des mesures angulaires, sur les radiographies de face et de profil. Donc, si on n'a pas l'imagerie, ça peut être un facteur limitant. C'est là où on peut aider Charles, il faut faire ces mesures, mais je présume qu'il a des radios avant, après, il a même les malades, parce que c'est une île, ils sont piégés, ils ne peuvent pas aller bien loin. Oui, en fait, j'ai commencé à faire des scanners à la demande de Jean-François Kempf, qui était venu à Tahiti, à qui je l'avais montré un peu cette série, et qui m'avait dit qu'il faut l'illustrer pour des scanners. Donc, je n'ai pas un recul de scanners, de nombre de scanners énorme, d'autant qu'il n'était pas évident d'avoir des scanners à Tahiti il y a moins de 10 ans. Mais Charles, tu sais, des radios suffisent, c'est des calculs d'angle sur des radiographies, hein, c'est pas… Oui, puis bon, je suis en clinique. Le scanner, c'est beaucoup de rayons pour un enfant. Hein. Oui. Je suis en clinique privée, on n'a pas tous les dossiers gardés sur place, donc c'est relativement difficile de revoir les patients. Et Tahiti est petit. Et dis-moi, techniquement, si je comprends bien, si quand quelqu'un a une épiphysiolyse, c'est-à-dire la tête qui est partie en bas et en arrière, si je suis l'axe du col, tout bêtement, je vais arriver en haut et en avant. Si dans ma visée de vis, je suis l'axe du col, je vais arriver en haut et en avant de la tête qui a glissé en bas et en arrière. Donc c'est tout simple, il suffit de suivre l'axe du col. Pratiquement. Alors en faisant attention, j'ai eu une fois une déconvenue quand même où je suis sorti en avant de la tête. Mais bon, j'ai repris, ça n'a pas transformé l'évolution. Il faut bien viser, c'est pas évident. C'est clair que c'est pas évident. Et c'est pour ça que lorsqu'on s'installe en rotation interne pour mettre le col à l'horizontale, ça fait que dans l'espace, on a au moins un repère sur lequel on peut se fixer pour pouvoir faire une visée précise sur une hanche qui n'est pas bien grosse en plus. Vous avez d'autres questions? Je vois qu'il y a un très large public de beaucoup de pays. N'hésitez pas, il suffit d'ouvrir votre micro et de parler. Posez des questions. J'ai une autre question là, c'est en fait, j'ai compris dans la technique quand même que vous ne les fixez pas in situ, quoi. Vous avez quand même une réduction sur la table orthopédique, au moins en partie, puisque vous les mettez en rotation interne. Donc, et quand on voit vos dossiers, parce que vous avez quand même pas mal de dossiers qui ne sont pas des déplacements de stade 3, quoi. C'est plus des 2, voire des 1 quand même, non? Ou j'ai mal vu alors. Mais vous les faites passer, parce qu'un stade 3 à visser, je sais pas, vous les réduisez quand même en partie. Réduire, entendons-nous, il ne s'agit pas de tenter de remettre la tête fémorale face à l'axe du col, mais simplement quand on met en rotation interne, on écrase le cartilage de croissance qui est quand même souvent très œdémateux, on l'écrase en avant, ce qui fait du 5/5, et la vis est là pour verrouiller dans cette position. Mais en aucun cas, on espère pouvoir remettre la tête face à l'axe du col par la manœuvre sur la table orthopédique. La rotation interne est surtout pour écraser le cartilage en avant, bien sûr, et mettre le col à l'horizontale de façon à pouvoir faire un vissage où on arrive à se repérer dans l'espace, parce que parfois c'est vraiment compliqué. C'est indispensable à la table orthopédique là, parce que moi je l'utilise jamais et justement j'ai tendance à enseigner de ne pas l'utiliser pour l'épiphysiolyse. J'avais vu dans la conférence. C'est un bon Strasbourgeois, j'ai fait énormément de vissage de col et tout. Quand on parle de table orthopédique, vous avez vu, on bloque la hanche dans une position dans l'espace et ça permet de faire tourner la scopie autour très facilement pour avoir en permanence la face et le profil sur les deux écrans et guider l'orientation de la perceuse.
Mais quand on fait le profil, alors en faisant tourner la hanche, on ne peut pas faire le profil avec la mèche et la perceuse encore en Voilà, bout. C'est ça. c'est ça. Voilà. Dans mon expérience, je trouve que c'est non seulement moins facile, et en plus, justement, quand on diffuse comme ça des techniques, j'ai peur que des gens l'utilisent pour tracter et faire des réductions intempestives, ce qui est dramatique. Donc c'est pour ça que… Je l'ai précisé. Non, je l'ai précisé. Non, mais j'entends bien. Il n'y a pas le support pelvien. Il n'y a pas le support pelvien. Et on met légèrement du trénal de façon à ce que le gamin tombe de la table côté pied, tout simplement. Mais c'est moi qui installe et il n'y a personne qui touche aux manettes pour mettre de la traction, des choses comme ça. Vous savez que sur les emplois de fémur, on a été jusqu'à décrire des nécroses du périnée, des installations catastrophiques faites par des gens qui ne savent pas se limiter. Oui, des complications décrites par l'équipe de Rangueil, d'ailleurs. Je crois que Philippe était avec les urologues, n'est-ce pas? Des compressions de nerfs pudendales, oui. Oui, tout à fait. Donc, c'est une question de modération. Mais une fois que le malade est fixe dans l'espace, ben, on s'oriente dans l'espace, dans les deux plans, et c'est relativement facile. Pas facile. Pas toujours. D'autres questions? Ouvrez votre micro, posez votre question. Donc, vous les mettez allongés ou fauteuil un mois, et après, donc, ils reprennent la marche avec appui progressif ou ils reprennent appui complet? Alors, combien de temps l'appui progressif? Parce que quand même, ces 2 tours de spire sur la partie antérieure de la tête chez un 140 kg, ça fait peur, quoi. Oui, bien sûr. Donc, on leur impose 6 semaines, de fauteuil à roulettes, mais on est à Tahiti. Quand on dit aux gens qu'ils peuvent se lever, ils marchent. Quand on leur dit qu'ils peuvent marcher, ils courent. Et quand on leur dit qu'ils peuvent trottiner, ils font du motocross. Donc, on les cloue au fauteuil à roulettes. Et en fait, un jour, ils ont plus mal et tout de même, sans vraiment respecter le délai des 6 semaines. Mais dans le cas de figure du jeune cas que j'ai présenté à la fin, quand l'environnement familial est très favorable, il n'y a pas de problème. Sur le cas, le tout premier cas, celui qui a permis de comprendre ce qui se passait, si on revoit le suivi, le suivi de ma fiche, je me suis fâché avec les parents pour les revenir en consultation parce qu'il était censé encore être couché et il était venu avec une canne seulement. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Donc, il faut user de beaucoup de persuasion pour que les gens ne risquent pas parce que la cicatrice est très faible et il n'y a pas de douleur. Donc, dans l'esprit des gens, c'est que ce n'était pas compliqué, ce n'était pas dangereux. Ça prouve quand même que cette technique est tolérante, tant mieux. Certains ont fait des erreurs et ça a marché quand même. Ça serait mieux que de penser qu'il faut faire 4 mois de fauteuil absolument sans bouger pour que ça marche. Non, on est à 6 semaines. D'autres questions? Vous ouvrez votre micro et vous discutez. Est-ce que je peux, je ne sais pas si… Philippe Giquel de Strasbourg. Ah, bonjour Philippe. Salut Charles. Bonjour. Félicitations pour ta présentation. Personnellement, moi, je les mets tous sur table orthopédique et je conseille de le faire. Mais sans la buter, bien sûr. C'est juste une installation pour faire tourner, comme l'a bien dit Charles, pour faire tourner la scopie. Hein, on ne va pas faire de manipulation. Et je dois dire que ta présentation, Charles, m'a vraiment intéressé parce que je suis persuadé que dans nos séries, on a tous, même si on veut mettre la vis au milieu, on a sûrement des vis qui ne sont pas très bien placées, plutôt antérieures. Et ça serait peut-être bien d'aller vérifier comment ce que ça a donné, quoi, finalement. Est-ce que ça a pu corriger, faire cette croissance asymétrique? Parce que finalement, moi, personnellement, avant que je voie ta présentation, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Hein, donc, soit on les vissait le plus correctement possible, mais on a sûrement, même moi le premier, mis des vis un peu antérieures, et peut-être que finalement, ça a été bien. Donc, ça serait intéressant peut-être de revoir nos séries. Après, s'il faut aller à Tahiti vérifier les radios, bon, je peux faire partie d'un convoi éventuel si la Société d'orthopédie pédiatrique décidait, mais voilà, c'est… D'accord. Ça sera avec plaisir que je l'accueillerai, bien sûr. Plaisir. J'en prends dire longtemps, parce qu'il y a le du décalage. déplacement en 2019 et j'étais un peu étonné par mes résultats et je vais montrer qu'il me donne son point de vue parce que j'étais un peu surpris par rapport à ce qu'on entend. Et bon, par modestie, je n'ai jamais
j'ai jamais publié ce truc-là. Et c'est sur l'insistance de Jean-François que je me suis mis au boulot à faire des scanners et à essayer de mettre les choses en place. Et bah, ton point de vue me fait très chaud au cœur, bien entendu. On voit Solidarité bourgeoise. que Philippe Giquel fait du Belly sans le savoir. Possible, oui, possible. On est chez Molière. Là. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette belle présentation. Je suis Firas Al-Masri. J'ai 3 points, s'il vous plaît, à clarifier. Dans le même sens de raisonnement, vous êtes en train de viser la partie antérieure. Ça vaut la peine aussi de viser la partie antéro-supérieure pour donner la croissance aussi vers le haut, pas seulement vers l'avant. Oui, mais en fait, on y va. Quand on vise vers l'avant, on se retrouve en avant et on se retrouve devant et en haut. Mais il faut surtout bloquer devant pour que la tête pivote, remonte comme ça autour de la vis, tout simplement. OK. La deuxième question, quand on a fixé d'une façon préventive le côté opposé, c'est-à-dire il y a une douleur, mais même il n'y a pas un stade de 2 ou 3, et on a fixé. Est-ce que ça vaut la peine de viser cette partie antérieure ou on part pour la méthode classique, la centrale? S'il n'y a pas de déplacement du tout et qu'on part dans un esprit de visage préventif, comme on est parfois obligé de le faire, mais c'est très rare, on vise en plein centre de la tête, bien entendu, il n'y a pas de souci. En fait, cette notion d'épiphysiodèse asymétrique, on la connaît sur les genoux. Lorsqu'on corrige des génuvaromes ou des génuvalgomes, on bloque la croissance sélectivement d'un côté pour laisser la croissance corrigée de l'autre, tout simplement. Oui. À la limite, on pourrait mettre une agrafe à la face antérieure du col et prendre sur la tête pour bloquer la croissance. C'est plus logique de le faire avec une vis. La dernière remarque, c'est que le problème de l'acide urique, généralement, à mes connaissances, ça n'atteint pas l'hyperuricémie, l'articulation de la hanche. En quoi elle a consisté dans cette pathologie chez ces enfants? Alors, à Tahiti, nous avons un problème aussi avec la goutte. On a des taux d'acide urique, un pourcentage de patients avec des taux d'acide urique élevés, absolument invraisemblable. Et en fait, c'est eux qui ont plus facilement des ruptures mécaniques parce que quand on a un taux d'acide urique élevé, la résistance mécanique des matériaux est plus faible. Et donc, on peut imaginer que l'acide urique provoque un œdème du cartilage de croissance. Et 58 d'acide urique chez une enfant de 7 ans, c'est quand même pas tout à fait normal. Et le gamin de 13 ans, il a 95. C'est quand même... alors, évidemment, dans les causes d'épiphysiologie, il y a des causes métaboliques, mais je n'ai pas entendu le rôle de l'acide urique, mais c'est quelque chose maintenant que je vérifie systématiquement quand j'ai des gens avec des problèmes orthopédiques de type Osgood-Schlatter, où aussi on a un œdème de la zone de croissance. Et c'est un peu étonnant de s'apercevoir que cette pathologie qu'on pensait réservée aux hommes de la cinquantaine, en fait, touche aussi des jeunes. Comment tu expliques une telle obésité chez l'enfant à Tahiti? Alors, les facteurs sont multiples, hein, mais c'est surtout social et c'est l'environnement. C'est l'arrivée de McDo et des supermarchés. C'est une dérive de la société qui n'existait pas. Et l'autre problème aussi, c'est qu'il y a une anomalie génétique sans doute dans la population purement polynésienne. Les Wallisiens, c'est encore pire, parce que ceux qui ont survécu aux migrations polynésiennes sont un petit peu comme les ours qui partaient bien chargés de graisse et qui arrivaient au bout du voyage en étant maigres. Donc, on a sélectionné des gens qui peuvent peut-être plus facilement accumuler des graisses. Je vous ai épargné un dossier d'un garçon de 225 kilos qui avait été opéré, qui avait une nécrose, qui avait été opéré dans un autre service et qui voulait faire du vélo, mais il avait toujours une rotation externe énorme. Voilà. On a effectivement un gros souci
ça fait le bonheur des chirurgiens et de bariatriques, mais ça fait le malheur de la caisse d'assurance maladie, parce que ça coûte une fortune, tout ça. Charles, je crois bien à ta théorie du carrefour, parce que j'ai été chirurgien à Tahiti en 1979, et je dois dire que les Tahitiens, peu nombreux de plus de 50 ans, parce qu'ils mouraient assez tôt, étaient très forts. Mais chez les jeunes, je ne voyais pas ça à l'époque. Oui. C'est-à-dire qu'il leur fallait plus de temps pour devenir obèses. J'ai l'impression qu'ils le deviennent plus vite maintenant. Sans Oui. doute parce que cette nourriture est accessible plus rapidement. Avant, il fallait Oui. aller pêcher, il fallait monter en haut d'un cocotier et il n'y avait pas de carrefour. Courir après le poulet qu'on mangeait sans mayonnaise. Voilà. Voilà, donc et là, on a laissé se développer des snacks aux sorties des écoles avec comment dirais-je, le snack royal, c'est hachis frites, mayonnaise, Nutella quasiment, hein, et des sandwichs qui font 30 cm de long pour des gamins qui ont 8 ans. Il y a quand même un vrai souci de société. Revenons à la technique. D'autres questions? Vous êtes particulièrement nombreux aujourd'hui, ça prouve que ça a intéressé, surtout qu'il y en a qui sont plusieurs dans la même salle. D'autres questions? Parce que vous n'aurez pas l'occasion de le revoir pendant un petit moment. Le temps qu'on aille à Tahiti, qu'on voit les 200 malades, qu'on le publie, qu'on l'écrit, il va se passer 3-4 ans. Or, à mon avis, cette technique est tellement intéressante qu'il faut peut-être la mettre en pratique tout de suite. Le risque n'est pas grand. Non, non. Il n'y a aucun risque. Mettre la vis en dehors de la tête en visant trop en avant, oui, d'accord. Oui, mais c'est possible, quelle que soit la technique, on peut mettre une… Quelle que soit la technique, il y a moyen de passer à travers, oui. On peut passer au travers dans tous les cas. Bon, bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va te remercier. C'était vraiment très intéressant. Alors, il y a eu un petit problème technique à mi-parcours. S'il vous plaît, j'ai une question. Mon image était gelée. Oui, vas-y, allez, on t'écoute. Bonjour, excusez-moi. Nicolas Ries, je suis chirurgien orthopédiste. Moi, j'ai une question pour les professeurs de chirurgie infantile en particulier. On dit souvent que le cartilage de croissance est malade à la jonction tête-col. Et c'est une notion qu'on nous enseigne, mais d'une part, je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire et comment on pouvait en être certain, justement, parce que la technique du docteur Belli nous montre que finalement, le capital de croissance postérieur reste suffisant pour corriger les déformations, ce qui nous fait croire que le cartilage de croissance n'est peut-être pas si malade que ça. Jérôme, Franck, vous pouvez répondre? Bonsoir. Non, merci aussi. Une question qui a été tout à fait pertinente. En fait, dans les cas qu'on peut traiter, on voit qu'il y a il y a plusieurs causes. Il y a des causes qui sont évidemment mécaniques, c'est-à-dire qu'on voit un patient, par exemple, typiquement avec un calvicieux en varus, suite à une fracture du fémur proximal, qui va développer une épiphysiolyse. C'est tout à fait logique du fait des forces de cisaillement qui agissent sur la physe devenue verticale. Mais la majorité des patients, ils n'ont pas de déformation préalable, enfin, on l'imagine, et donc ça veut bien dire que ça survient à une période où on le sait, la physe s'amincit, c'est plutôt vers la fin de la croissance, sauf, encore une fois, problèmes endocriniens, etc., on les a évoqués. Et donc, ça veut bien dire qu'à ce moment-là, cette physe est fragile, c'est une évidence, et peut-être même pathologique, mais à ma connaissance, il n'y a pas de biopsies qui ont été faites pour montrer réellement une anomalie anatomopathologique à ce moment-là. Mais enfin, on le suspecte fortement. Je ne sais pas si Philippe, tu as quelque chose à dire à ce sujet, toi, comment c'était fait Philippe Giquel, excuse-moi. Philippe Giquel. Écoute, moi, concernant la physe fémorale proximale, en fait, on dit qu'elle est malade, mais on dit surtout qu'il y a une faillite qui peut venir aussi de la virole périchondrale, il y a une délamination de ce cartilage, c'est-à-dire qu'il va s'ouvrir à cause des pressions. Après, est-ce qu'il est incapable de produire de l'os? Ça, honnêtement, on ne sait pas. Je pense qu'il est capable, mais c'est qu'il n'est pas suffisamment résistant mécaniquement aux contraintes qui s'exercent dessus. Même s'il y a des pathologies vraies où ça abîme le cartilage, des séquelles d'infection, des radiothérapies, on sait qu'il a été probablement fusillé. Mais sinon, dans beaucoup de cas, il est encore capable de produire, mais sa tenue mécanique est insuffisante. Ce n'est pas son activité, c'est sa tenue mécanique qui va être insuffisante. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. L'intuition qu'on peut avoir, c'est que le cartilage, finalement, est peut-être
comment dire, il est physiologique pour un gabarit standard, mais qui n'est pas suffisamment résistant pour un gabarit qui va conduire à une épiphysiolyse. Et même, il y a des travaux, il y a un très vieux papier du JBJSB à l'époque de 78, je crois, qui montrait qu'il y avait des cas chez des athlètes dans des high school anglaises. Ils n'étaient pas du tout obèses, mais en fait, ils faisaient 6 heures d'entraînement de sport par jour. Donc, en fait, c'est multifactoriel et effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui va déterminer l'événement épiphysiolyse finalement. Mais la FIS ne doit pas être complètement saine, enfin en tout cas c'est mon interprétation. En tout cas elle est fragile à ce moment-là. Chez l'adulte, avec mon équipe, on a fait des études sur le conflit fémoro-acétabulaire où on a vu que plus de 40% chez l'adulte des conflits étaient liés à une déformation à type d'épiphysiolyse, c'est-à-dire que le centre de la tête n'est plus dans l'axe du col, il est en bas et en arrière, chez des gens sportifs, minces, qui n'ont jamais eu aucune pathologie dans l'enfance, un petit peu comme on a des tibiavarum et des genoux valgum. Et donc, ça pourrait aller dans le sens d'un cartilage malade ou qui reçoit trop de contraintes, ou qui est malade parce qu'il reçoit trop de contraintes chez quelqu'un qui a trop fait de sport à un certain âge sans qu'il ait eu d'épiphysiolyse et sans qu'il soit obèse. Mais je pense que c'est un problème de résistance des matériaux, effectivement. Et dans cette technique, on profite de la déformation plastique possible du cartilage de croissance pour induire l'amorce de correction du drainage. Mais cette fragilité du cartilage de croissance, dans mon expérience, on a l'impression qu'elle est transitoire, puisque quand on met les jeunes au fauteuil à roulettes, au bout de quelques semaines, la hanche contralatérale ne souffre pas. J'ai peu de bilatéralisation. D'autres questions? Bon, écoutez, Tahiti, c'est pas si loin, c'est pas si mal, c'est moins loin que la Lune. Alors, je sais qu'il y a une compétition pour aller sur la Lune aujourd'hui. Vous devriez faire la course pour aller à Tahiti voir ces malades. C'est un petit message que je vous envoie à tous, parce qu'on ne peut pas faire venir les 200 obèses dans le même avion. Donc, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, il y a eu quelques problèmes techniques. Je ne sais pas s'ils seront sur le film, mais ça reste visible et compréhensible. Merci, au revoir. Ciao à tous. Bonne soirée à tous.